We're not hearing you, Frank. Alors, Franck, on ne vous entend pas. Effectivement, mon micro était coupé. Bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment incroyable de vous avoir avec nous. Une vraie chance que vous soyez présents à ce troisième webinaire de GoCredit Live. Veuillez noter que cette session sera enregistrée, mais tout d'abord, je m'appelle Frank Hughes et je suis manager du département engagement investissement chez EcoCrédit. Ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille chez EcoCrédit. Je ne sais pas, mais dans 2 ans, nous célébrerons notre 50e anniversaire. Est-ce que vous vous imaginez près de 50 ans d'engagement pour aider à améliorer la vie des membres de nos communautés? Et aujourd'hui, nous allons parler d'inclusion financière. Et j'aimerais commencer en partageant avec vous une anecdote personnelle qui m'a inspirée pour aujourd'hui et m'inspire au quotidien. C'était en 2014. Je travaillais dans une branche locale d'une institution financière et un homme est venu me voir. On a pris un café, comme on fait en général aux Pays-Bas, et il m'a montré la photo d'un garage dans lequel il stockait plein de choses, des tables, des chaises, etc. Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, il voulait un prêt pour commencer, lancer sa propre entreprise. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que il voulait se lancer dans le domaine de l'hôtellerie et que nous, on ne soutenait pas ces demandes-là. Mais cet homme était différent. Il a commencé à collecter tous ces tables, ces chaises, etc., dès l'âge de 14 ans. Et il avait également un plan financier très détaillé et une famille qui pouvait le soutenir et qui était prêt à investir dans son entreprise. Nous avons décidé de le financer et près de 10 ans plus tard, il a son endroit à lui et le week-end, sa femme vient l'aider. Donc vous vous dites peut-être que cet homme et sa famille vivent en Europe et qu'ils ont une vie financière de manière générale assez bonne. Mais le fait est que ça montre qu'on peut offrir, si on offre plutôt un accès financier équitable et juste, eh bien on peut aider euh, les personnes qui en ont besoin. Chez EcoCrédit, on souhaite faire la même chose avec les gens du monde entier. Et on le fait en soutenant des associations, des organisations sur les différents euh, continents du monde. Et on se concentre sur 3 domaines principaux, l'inclusion financière, l'agriculture et les énergies renouvelables. OcoCrédit a pu rassembler des milliers de personnes qui ont permis d'améliorer la vie d'autres personnes locales et près de 50 000 personnes qui sont fidèles à OcoCrédit et qui participent à l'ambition du groupe. Et notre objectif est aussi de sensibiliser dans le Nord global sur toute thématique relative à l'environnement. Et c'est un travail qui est fait en général par les associations de soutien à EcoCrédit, par les membres aussi et également par un très grand nombre de bénévoles. Des événements sont organisés. Ils font ce qu'on appelle de l'éducation au développement, entre autres. Et ils échangent aussi avec leurs associations locales et à travers cela, ils participent à la transformation, à la participation, pardon, des projets de EcoCrédit. Et on aspire vraiment à s'améliorer de jour en jour. Donc, si vous souhaitez nous aider à atteindre nos objectifs, n'hésitez pas à nous le dire dans l'évaluation qu'on vous partagera après cet événement. Maintenant, passons à la thématique suivante. Tout d'abord, je vais donner la parole à votre modérateur aujourd'hui, qui est Maximilian Held. C'est l'un de nos collègues qui travaille avec une dévotion incroyable sur les questions de développement financier et qui travaille avec l'une des associations allemandes. Max, la parole est à toi. Merci beaucoup, Franck.
Merci pour cette introduction très chaleureuse et merci d'avoir lancé ce troisième événement d'Oikocrédit Live. Bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous pour les 75 prochaines minutes. La thématique de cet événement aujourd'hui est la finance inclusive, une thématique qui est vraiment au cœur de notre coopération. Donc, qu'est-ce que la finance inclusive et comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, ce seront les deux questions qui guideront nos échanges du jour. Et je suis vraiment ravie que l'on puisse faire un voyage en ligne autour du monde pour parler de cette thématique si importante en ayant différentes approches. Avant de commencer, cependant, j'ai quelques instructions à partager avec vous. Comme vous le savez, cet événement se déroulera en anglais, mais nous avons la chance d'avoir un système d'interprétation disponible en allemand, en français et en espagnol. Donc, si vous souhaitez avoir accès à l'interprétation dans l'une de ces langues, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre écran et ça vous permettra de suivre cet événement dans la langue que vous préférez. À la fin de cette session, nous souhaiterions également que vous remplissiez notre formulaire d'évaluation parce qu'évidemment, vos commentaires sont essentiels pour nous. C'est d'une aide incroyable puisque notre objectif est d'améliorer cette série de webinaires et pour améliorer les événements à venir. J'y reviendrai évidemment à la fin de cette session. Très bien, donc Oiko Crédit Live. Eh bien, il s'agit de discussions avec nos partenaires, avec les membres de EcoCrédit et avec des intervenants choisis avec soin. Ça nous donne un point de vue sur le travail, mais aussi l'impact des coopératives et des partenaires de EcoCrédit dans le monde entier. Et c'est un événement en direct durant lequel vous pouvez poser les questions que vous pourriez avoir. Voilà comment vous pouvez participer. Si vous avez des questions, on vous demandera d'utiliser le bouton Q et R, donc questions et réponses, et vous pouvez les rédiger en anglais, en allemand, en français ou en espagnol. Et j'aimerais à nouveau vous rappeler que l'interprétation est disponible. À nouveau, pour y avoir accès, vous pouvez cliquer sur le symbole de globe et choisir la langue qui vous convient le mieux. Je me réjouis d'avance des questions que vous allez poser. En raison du temps qui est limité, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions durant ce webinaire, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez envoyer un email à communication@oicocredit.org et nous nous assurerons que vous obteniez une réponse aussi rapidement que possible. Et à nouveau, j'y reviendrai un peu plus tard à la fin de cette session. Alors maintenant, on a aussi une question pour vous. Parce que, évidemment, nous sommes ravis que autant de personnes se soient jointes à nous ce soir. C'est très impressionnant d'ailleurs et on aimerait savoir d'où vous venez, d'où êtes-vous connecté. Donc, vous devriez voir à votre écran un sondage et vous pouvez choisir le pays dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas peut-être, l'Espagne, la Suisse ou peut-être même que vous venez d'un autre pays? Voilà, vous pouvez répondre et nous allons ensuite afficher les résultats. Je vous laisse encore quelques secondes et puis ensuite, on devrait voir les résultats apparaître. Voilà. Alors, 3% d'entre vous qui viennent d'Autriche, 3% aussi qui viennent de Belgique, 13% qui viennent de France, 53 d'entre vous qui viennent d'Allemagne, 11% qui viennent des Pays-Bas, 4% qui viennent de l'Espagne, 4% qui viennent de Suisse et 9% d'entre vous qui venez d'autres pays. Merci beaucoup pour votre participation. C'est toujours très intéressant pour nous d'avoir une idée des endroits d'où vous venez. Alors, qu'avons-nous de prévu pour ce webinaire? Alors, j'attends la diapositive suivante. Voilà, parfait. J'espère que vous pouvez voir ce qui était à l'écran. Alors, tout d'abord, nous aurons une présentation sur
sur l'art, entre guillemets, qu'est la finance inclusive du point de vue universitaire. Et puis ensuite, il y aura une présentation de ProMujer, l'une de nos organisations partenaires que l'on adore, qui est basée en Amérique latine. C'est ProMujer offre une aide financière aux femmes défavorisées. Et enfin, il y aura une discussion avec les panélistes et puis à peu près de 30 minutes pour vos questions. Et j'aimerais vous présenter maintenant nos intervenants. Donc, bienvenue à Carmen Correa. Carmen est PDG d'une entreprise partenaire de Ecocrédit qui s'appelle ProMujer. Nous avons aussi avec nous Caroline Moulois, qui est directrice régionale de Ecocrédit Afrique. Et elle nous rejoindra un peu plus tard pour la discussion avec les panélistes. Et nous avons aussi le professeur Robert Lansing, qui est professeur de finance et de développement à l'Université d'économie et business de l'Université de Groningen. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire. Et à nouveau, je suis ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Professeur Lansing, nous sommes ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous êtes un de nos intervenants externes et je dois insister sur le fait que vous ne parlez pas au nom de EcoCrédit. Et ça nous permet aussi d'avoir votre point de vue indépendant et en tant qu'universitaire sur la situation de la microfinance. Je sais que vous avez prévu une présentation et je me réjouis d'avance de ce que vous allez nous dire autour de l'impact positif de cette finance sur ses bénéficiaires. Professeur Lansing, la parole est à vous et je vous aiderai à gérer vos diapositives. Et pour vous, chers participants, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses pour poser vos questions. Voilà, Robert, la parole est à vous. Merci beaucoup, Max. C'est un plaisir pour moi d'être invité par EcoCrédit pour parler d'inclusion financière et pour vous parler justement de l'inclusion financière. Ce que je vais faire durant cette courte présentation, c'est d'essayer d'expliquer ce que l'on veut dire par inclusion financière. Vous parlez aussi plus généralement de ce qu'il en est de l'inclusion financière. Et puis ensuite, je ferai la partie principale de ma présentation, entre guillemets, en vous mentionnant les exemples les plus connus, mais aussi les outils nécessaires, les outils qui existent pour parler de microfinancement. Donc voilà, je ne vous parlerai pas forcément de microcrédit, mais plutôt plus de microfinance. Dans le monde universitaire, on est maintenant au courant, entre guillemets, de ce qu'il en est. Commençons donc par le commencement, à savoir qu'est-ce que l'on veut dire par inclusion financière. Je pense que si on veut définir l'inclusion financière, il faut faire la différence entre la finance, l'inclusion financière et un autre terme qui est à la fois assez similaire, mais qui reste malgré tout différent. Donc, si on parle, disons, il y a 10, 20 ans, en particulier dans le monde universitaire, si on parlait de finance et de développement financier dans les pays développement, on parlait de développement financier. Durant les 20 dernières années, on a beaucoup plus parlé d'inclusion financière. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a encore une confusion et ces termes sont utilisés de manière interchangeable. Donc, pour avoir peut-être une meilleure idée de ce qu'on veut dire en utilisant inclusion financière, il faut d'abord expliquer ce qu'est le développement financier. Le développement financier, c'est l'amélioration du fonctionnement du secteur financier. Et donc,
Quand on parle de développement financier, en général, on se demande est-ce que les pays qui ont des banques et des marchés financiers plus développés jouissent d'une réussite économique plus importante. Ce qui est important ici, c'est que le développement financier est un macro-concept. Donc, on se penche vraiment sur le niveau macro. Le développement financier ne nous dit rien concernant qui a accès à ces financements et quelles personnes sont incluses financièrement. Donc, diapositive suivante. Donc, si on veut faire la différence ou si on veut préciser le terme inclusion financière, on peut dire que l'inclusion financière se concentre très clairement sur les individus. Donc, il se concentre plus sur le type de profil de personnes qui ont accès à ces services financiers. Et l'objectif avec l'inclusion financière, c'est vraiment que toutes les tranches de la population d'un pays donné aient accès à des moyens financiers. Donc, pour l'inclusion financière, il y a plusieurs définitions, mais le point commun, c'est vraiment que ça implique un accès plus large, une accessibilité plus large aussi à ces services financiers par l'ensemble de la population. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que même les personnes défavorisées aient accès à ces finances ou ces financements. On peut peut-être passer à la diapositive suivante. Donc, peut-être il serait bon de partager certains chiffres avec vous, mais pas trop, parce que sinon ce serait trop. Mais donc, on mesure l'inclusion financière de manière assez différente. On peut se pencher sur le macrofinance, le secteur formel, informel, etc. Mais je dirais que l'indicateur principal utilisé dans la recherche universitaire concernant l'inclusion financière, c'est la part d'individus avec un compte bancaire. Et si vous regardez ce tableau ici, vous voyez que durant les 10-15 dernières années, à partir de 2011, et les chiffres vont jusqu'à 2017, mais ils ont encore changé maintenant, eh bien, c'est qu'on voit que l'ensemble des régions des pays en développement ont vu une augmentation significative de la part des personnes qui ont un compte bancaire. Donc, on dit que l'inclusion financière s'est un petit peu améliorée. Mais on voit il y a encore certaines régions qui sont en retard. Donc en Afrique subsaharienne, par exemple, le taux est un peu plus faible qu'ailleurs. Donc je ne dis pas que c'est le cas pour tous les domaines, mais c'est le cas pour la finance traditionnelle. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que même s'il y a une augmentation de l'inclusion financière pour l'ensemble des régions, sauf peut-être pour l'Afrique, si on se penche sur l'accès au compte bancaire du point de vue du genre, on voit que les inégalités continuent de se creuser entre les hommes et les femmes. Donc, le nombre d'hommes qui ont accès à ces finances augmente plus rapidement que le nombre de femmes qui ont accès à la finance formelle. Donc, ce n'est pas forcément le cas pour la finance informelle ou autre, mais en tout cas pour la finance formelle, c'est le cas et c'est le cas dans toutes les régions. Donc, ces disparités continuent de se creuser, même si on essaye vraiment de réduire ce fossé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, si on parle d'inclusion financière, on voit qu'il y a différentes manières d'améliorer l'inclusion financière. L'un des outils dont on parle le plus pour améliorer l'inclusion financière, c'est la microfinance. On peut se demander qu'est-ce que la microfinance, quand est-ce que la microfinance a été
créée. Je vais essayer très rapidement de vous donner une vue d'ensemble de la microfinance. N'hésitez pas à m'arrêter si je parle pendant trop longtemps. En ce qui concerne la microfinance, je pense que tout le monde a déjà une idée de ce qu'est la microfinance, surtout aujourd'hui. La microfinance existe depuis très Which view longtemps. you have. Some people say that microfinance actually Certains expliquent que la microfinance existait déjà au XIXe siècle via des coopératives de crédit, mais la microfinance very strong link est to fortement finance liée mechanisms who aux have mécanismes de financement proven informel qui existent depuis très très longtemps, par exemple avec la ROSCA. Donc on voit que ces institutions de microfinance, ces institutions financières existent depuis longtemps et already long before we see the existaient microfinance depuis exist as très longtemps, legislation. bien avant le Now, mouvement most de la people microfinance d'aujourd'hui. actually La associate the plupart des start of personnes associent la microfinance to naissance du mouvement early microfinance microcredit experiences in avec the 1970s and the les années 70, les 2000s with expériences Grameen Bank in microcrédit Bangladesh. et la création de la banque Grameen au Bangladesh. And then we talk a bit about what is microfinance. The next Donc, slide, si on please. s'intéresse à ce qu'est la microfinance, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'étudiants et de gens viennent me voir et me disent, Robert, peux-tu m'expliquer comment fonctionne la microfinance? Et moi, ce que je leur demande, c'est, est-ce que tu sais ce qu'est la microfinance? Est-ce que tu as une définition précise? Parce qu'il existe énormément de définitions et il y a une diversité d'institutions de microfinancement. Donc, il n'est pas facile de définir qu'est-ce que le microfinancement ou le microcrédit, mais il y a différentes caractéristiques déjà qu'on peut identifier. Si on parle de microfinancement, on parle de services financiers pour les foyers pauvres qui sont exclus du système financier formel, donc qui n'ont pas accès aux services des banques commerciales. Ce n'est pas toujours le cas parce que parfois maintenant elles ont des départements de microfinancement. Mais en règle générale, ce sont des services financiers pour les foyers plus pauvres, exclus du système formel. Mais il existe de grandes différences entre les institutions fournissant des microfinancements. Certaines fournissent des microfinancements aux pauvres foyers, d'autres aux foyers moins pauvres, d'autres passent via des banques commerciales, d'autres fournissent des crédits, mais également des plans d'épargne. Donc, on voit qu'il y a une grande différence, il y a une grande diversité plutôt de microfinancement. Et pour un grand nombre d'institutions de microfinancement, on voit que, surtout les traditionnelles, elles utilisent des méthodes, des systèmes assez particuliers où on essaye de réduire les coûts des prêts. Par exemple, si vous payez dans les temps, la fois d'après, vous pouvez euh, emprunter un peu plus et ainsi de suite. Les microfinancements ne veulent pas forcément dire seulement microcrédit. On parle également de micro-épargne, parfois assurance maladie et ainsi de suite. Donc, c'est une grande variété de différents produits financiers qui tombent donc sous ce parapluie du microfinancement. Diapositive suivante. Alors, très rapidement, un petit historique. Donc, ça a commencé avec la création de la banque Grameen. Les 2 premières décennies, il y a eu beaucoup d'optimisme autour du microfinancement. La demande de programmes en microfinancement a énormément augmenté et 2005, c'était l'année du microcrédit. En 2006, Yunus a même remporté le prix Nobel de la paix. Et le microfinancement, les microcrédits étaient vus comme la panacée pour endiguer la pauvreté. Et d'après un grand nombre de personnes,
le microfinancement a permis de sortir de la pauvreté un certain nombre de personnes. Donc ça, je dirais que ça a été la mentalité, la vision qu'on avait les 20 premières années. À partir de l'année 2007, donc sur la diapositive suivante, donc à partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins, cette vision positive a fortement changé. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, mais un certain nombre de personnes ont commencé à critiquer les institutions de microfinancement à cause d'inquiétudes éthiques en utilisant, en étant plutôt perçus comme des requins, proposant des microfinancements avec des taux d'intérêt exorbitants. Bon, pour être honnête avec vous, je pense que c'est un peu exagéré de tenir ce genre de discours, mais cette vision positive a été vraiment entachée. Et de plus, chez les universitaires, on a pu voir que à partir de 2007, il y a eu de plus en plus d'évaluations rigoureuses qui ont été faites pour le microcrédit surtout. Et ces évaluations-là ont en fait comparé les différentes personnes qui avaient accès à ces microcrédits. Et suite à ces études, eh bien, le résultat qui est sorti en fait de ces études, c'est qu'elles avaient un effet transformatif, mais ne permettaient pas d'endiguer la pauvreté. Donc, ceux qui critiquaient le microfinancement utilisaient ces études, ces évaluations pour étayer leurs propos. Mais je pense que ces critiques ne sont pas vraies à 100% parce que même les universitaires, même les scientifiques qui ont mené ces enquêtes n'ont pas forcément une image négative du microfinancement. Je pense qu'ils ont une vision beaucoup plus nuancée. Ils appellent plutôt à la précaution, à attendre, à avoir une vision plus long-termiste. Alors, qu'en est-il du microfinancement aujourd'hui? Diapositive suivante. Jusqu'à il y a quelques années, on disait que le microcrédit n'était pas ce qu'il fallait utiliser pour éradiquer la pauvreté. Il y a des effets positifs au microcrédit, mais on voit que c'est surtout le cas pour les indicateurs de la consommation et pas pour les indicateurs de l'investissement, parce que le microcrédit a été créé surtout pour stimuler les investissements, mais on voit que ça a plus d'effets positifs sur la consommation que sur les investissements. Et enfin, on peut se dire que ces conclusions peuvent être assez sombres. Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste? Peut-être que ces conclusions sont trop négatives. Mais en fait, dans cette présentation, j'essaye de montrer qu'il y a quand même des points, une lueur d'espoir, des points positifs qui peuvent apparaître et que les critiques sont peut-être un peu trop exagérées. Il y a différentes raisons pour lesquelles je pense il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons être optimistes. Alors tout d'abord, toutes les études qu'on a pu voir, toutes les critiques qui ont été mises à l'égard du microcrédit, du microfinancement sont surtout, portent surtout sur le microcrédit. Si on regarde les assurances ou les autres produits financiers, déjà, il n'y a pas assez de recherche qui a été faite, il n'y a pas assez de vision et il n'y a pas de grosses critiques. Et pour les études qui ont été menées sur les épargnes, on voit que les recherches sont assez positives. Et donc, peut-être que les micro-épargnes et les micro-assurances sont plus positives, apportent plus d'effets positifs que le microcrédit. Ici, d'un point de vue un peu plus technique, si on s'intéresse aux recherches universitaires sur le microfinancement, sur les microcrédits, toutes les études qui ont été menées
se concentre sur ce qu'on appelle l'effet partiel d'équilibre. Donc, on compare les gens qui ont obtenu un microcrédit et ceux qui n'ont pas obtenu un microcrédit sur une certaine période, mais ces études ne prennent pas en compte la dynamique ni ce que nous, les économistes, on appelle l'effet d'équilibre général. Donc, si vous obtenez un microcrédit, ces études vont s'intéresser aux comportements et aux impacts que subissent ces foyers en ayant obtenu un microcrédit. Mais ils ne prennent pas en compte les effets que l'obtention de son microcrédit a sur les autres. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'études qui soient faites sur plus d'années et qu'on essaye de voir, qu'on ait une vue d'ensemble à long terme et pas à court terme et qu'on ne s'intéresse pas simplement aux personnes qui ont obtenu le microcrédit. Les études disponibles maintenant essaient d'apporter une vision plus nuancée, plus positive sur le microcrédit. Donc ça, déjà, c'est un point positif. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ici, donc là, ça concerne surtout les institutions de microfinancement, surtout celles qui se concentrent sur la population la plus pauvre. Ces institutions fournissent également des formations business, des formations de genre, ce qu'on appelle, nous, le microfinancement plus. Donc, on voit de plus en plus d'interventions diversifiées et qui prennent en compte différentes choses. Pas que le microcrédit, mais également des formations, des subventions et autres. Ces études offrent une vision plus positive sur l'impact que peut avoir toutes ces différentes interventions. Donc, ça permet d'avoir une vision plus positive et on n'essaie pas de se concentrer que sur le microcrédit parce que c'est sûr que si vous vous concentrez que sur le microcrédit, eh bien, on peut peut-être se concentrer que sur les points négatifs et ne pas s'intéresser à la vision plus large. Diapositive suivante. Donc, ces différentes interventions, ces interventions à multiples facettes permettent de donner une vision plus positive. Et il y a le programme qu'on appelle Poverty Graduation, qui est connu. Donc, c'est un programme de lutte contre la pauvreté. On fournit des formations, des comptes épargne et ce genre de programme. J'ai pu voir des études menées sur ces programmes et ces études sont généralement positives et montrent qu'il y a une réelle réduction de la pauvreté. Diapositive suivante. Oui, il faut qu'on prenne en compte le temps, mais c'est ma dernière diapositive dans tous les cas. Alors, très brièvement, la microfinance, je pense que c'est un instrument important pour renforcer l'inclusion financière. Il y a eu certaines critiques à l'égard de la microfinance, surtout en ce qui concerne des préoccupations éthiques, que ça pouvait endetter les personnes qui avaient recours au microfinancement. Je pense que d'un côté, c'est vrai, mais que c'est très exagéré parce qu'il y a toujours des cas positifs et je dirais qu'en moyenne, la vision est plus nuancée ou plus positive en tout cas. De plus, si on prend un peu du recul sur l'analyse qui a été faite il y a quelques années, les études d'équilibre partiel sous-estiment l'impact de la microfinance.
de manière générale, comme je vous ai parlé de Microfinance Plus ou des programmes à plusieurs facettes. Et donc voilà, je pense que les résultats doivent aller plus loin et les études doivent aller plus loin que celles qui ont été menées il y a 5, 6 ans. Et en fonction de ce que vous voulez faire, si vous souhaitez améliorer l'efficacité du crédit ou en fonction du groupe sur lequel vous vous intéressez, eh bien, vous pouvez offrir un paquet d'interventions. Donc, je ne sais pas, la microfinance avec une formation business ou une formation sur le genre. Voilà, j'en reste là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. Cette présentation était vraiment très intéressante et nous avons maintenant une bonne vue d'ensemble sur l'état de la microfinance. Je vois plutôt qu'il y a déjà des questions qui ont été posées. Donc, c'est très bien. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans la fonctionnalité questions-réponses. Je suis ravie maintenant de vous présenter prochaine, notre prochaine oratrice, Carmen Correa, qui est la PDG de ProMujer. C'est une entreprise sociale qui est basée en Argentine, en Bolivie, au Mexique, au Nicaragua et au Guatemala. Et ProMujer a plus de 1500 employés dans 17 bureaux différents. ProMujer essaye de soutenir les femmes, de leur proposer des services financiers, mais également de se concentrer sur des aspects euh, de la santé et du genre. Donc, j'aimerais beaucoup en apprendre davantage sur ce que vous faites et ce que vous, Carmen, faites au quotidien. C'est à vous. Maximilian. And thank you. Merci beaucoup, Maximilien. Merci, Robert, pour cette première présentation. Moi, j'ai une vision assez positive de la microfinance et je vais essayer de partager ça avec vous, sûrement parce que ProMujer a une approche holistique à la microfinance, mais j'aimerais vous en dire un peu plus sur ProMujer. Tout d'abord, merci beaucoup à Oikocredit de m'avoir invité. Merci à tous les participants. Alors, en tant que PDG de ProMujer, c'est un honneur d'être ici. Oikocredit a été un super partenaire d'Oikocredit. Ça fait des années que vous nous soutenez. ProMujer a été créé il y a 43 ans en Bolivie et Oikocredit depuis nous soutient. Alors, avant de vous présenter ProMujer, pouvez-vous passer à la diapositive suivante? Voilà, merci. J'aimerais planter un peu le décor et vous donner des chiffres assez importants sur la femme en Amérique latine. Seulement 55% des femmes en Amérique latine participent sont à la population active. Seulement 6% des entreprises sont dirigées par des femmes et 73% d'entrepreneurs femmes manquent d'accès aux fonds et seulement 15% des entreprises sont dirigées par les femmes. Et en moyenne, les femmes en Amérique latine ont 3,4% de risque en plus de vivre dans la pauvreté comparée aux hommes. Donc ça, c'est la réalité en Amérique latine. L'Amérique latine est souvent vue comme une région, mais il faut savoir que c'est une région avec beaucoup de déséquilibres. Il y a beaucoup d'inégalités dans cette région. Il y a un grand pourcentage de communautés autochtones et c'est une région qui a des très grands pays et des pays plus petits. Alors, j'aimerais vous parler un peu plus en détail de ProMujer. Donc, comme je l'ai dit, on a été créé en Bolivie il y a 33 ans et on offre des services et des outils aux femmes qui en ont besoin afin qu'elles puissent atteindre leur potentiel et qu'elles puissent devenir des agents du changement, qu'elles puissent améliorer aussi leurs conditions de vie. Et on veut non seulement qu'elles puissent changer et améliorer leurs conditions de vie,
mais pour que cela ait aussi des conséquences sur leur famille et leur communauté. Nous sommes présents, vous le voyez ici à l'écran avec la carte de l'Amérique latine. On est donc présent, comme Maximilien l'a dit, dans 5 pays dans la région, mais nous sommes en contact avec plus de 23 pays à travers différentes plateformes et partenaires. Et nous souhaitons continuer à nous développer pour continuer à aider davantage de femmes. Nous avons adopté une approche holistique et complète pour aider les femmes à gagner leur inclusion financière, à ce qu'elles aient un meilleur accès à soins de santé et aux services de bien-être et à leur donner une opportunité de développer leurs compétences. Et c'est ce que le professeur a dit juste avant moi, à savoir qu'on donne non seulement accès au crédit, mais aussi on aide les femmes à avoir accès à une éducation numérique, à se former à la finance. Et on les aide également en termes sanitaires, puisque si elles ne sont pas en bonne santé, elles ne pourront pas développer leur potentiel. Parlons maintenant des différents services que l'on offre. Tout d'abord, on écoute les femmes. On est très proche d'elles. Et on apprend vraiment à identifier leurs besoins et on crée les produits et les services qui répondent à ces besoins. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose que tout type d'institution de microfinance devrait faire, écouter leurs propres bénéficiaires afin qu'ils puissent développer les bons produits et les bons services. Voilà donc ce que l'on fait. On améliore tout cela à travers différents mécanismes pour faire face au manque de financement pour les très petites et moyennes entreprises gérées par des femmes et pour leur offrir un soutien personnalisé. On sait qu'il n'existe pas de solution magique et que ce qui fonctionne pour une personne, une femme à Buenos Aires en Argentine, ne fonctionnera peut-être pas pour une femme qui habite dans le sud-est du Mexique. Il faut donc vraiment se pencher là-dessus. Il faut vraiment que l'on travaille là-dessus et il faut que l'on adapte nos produits, il faut qu'on adapte les services aux besoins des communautés présentes dans ces pays. On offre aussi des microcrédits individuels et on utilise la méthodologie des banques pour créer un modèle qui encourage l'inclusion financière des femmes tout en créant des réseaux de soutien et d'aide. Et d'autre part, durant les différentes années, nous avons développé différents outils qui nous ont permis d'augmenter notre impact. Par exemple, comprendre le développement des technologies nous a permis de créer un mécanisme financier plus inclusif. Donc, nous allons lancer maintenant Mujer Digital, qui a été créé pour offrir aux femmes un accès à une plateforme qui permet de démocratiser l'accès aux services financiers. Cela est composé d'un modèle qui demande des besoins de base et on a vraiment un modèle d'apprentissage machine qui nous permet de développer notre présence et qui nous permet d'atteindre davantage de femmes. Et ça nous permet aussi de faire tomber les barrières en termes de ruralité et d'aller bien plus loin que les villes, là où nous sommes en général présents. De plus, on est aussi pionnier en termes d'investissement dans le genre. On est l'une des plus grosses institutions qui promeut l'investissement entre guillemets paritaire en Amérique latine. Nous avons développé des mécanismes innovants pour combler les disparités hommes-femmes. Par exemple, en 2019, nous avons lancé le ILO Women Empowerment Fund avec notre partenaire Deakin Impact. C'est un fonds de plusieurs millions de dollars qui nous a permis de soutenir 27 PME dans 14 pays d'Amérique latine.
En outre, cette année, nous avons lancé 2 autres programmes en Argentine pour financer nos opérations, les opérations de nos bénéficiaires dans ce pays. Et c'est vraiment une étape cruciale dans la région puisque c'était le premier exemple de ce cas en Amérique latine par un acteur non traditionnel qui est ProMujer. Donc ça a été très bien reçu par le marché et on a bien pu montrer l'intérêt qui existe. Nos résultats, à travers les années, parlent d'eux-mêmes et montrent bien que ProMujer, le business case de ProMujer est extrêmement robuste, puisque durant ces 33 années, nous avons pu aider 2,5 millions de femmes. On a offert plus de 10 millions de services de santé et on a déboursé 4,4 milliards de dollars en petits prêts. Et aujourd'hui, comme Maximilien l'a dit, nous avons 1500 employés et nous sommes présents un peu partout en Amérique latine. Notre croissance était expansionnelle et nous cherchons aujourd'hui à continuer à nous développer, notamment en Amérique latine, pour les femmes latino-américaines. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, Carmen, pour cette présentation très intéressante et merci également d'avoir partagé votre expérience de terrain dans ces différents pays d'Amérique latine dans lesquels vous êtes présent depuis plus de 30 ans. Vraiment, c'est remarquable. Alors, nous sommes un petit peu en retard. Nous en sommes maintenant à une partie très intéressante de notre webinaire, à savoir la discussion des panélistes. Donc, j'aimerais à nouveau vous rappeler de continuer à poser vos questions à travers la fonctionnalité questions et réponses. Et nous allons maintenant pouvoir lancer cette discussion avec Caroline Moulois, qui est directrice régionale pour Oikocrédit en Afrique. Et en septembre de l'année dernière, nous avons pu nous rencontrer en personne à Francfort. Je m'en rappellerai toujours, c'était un très bon souvenir puisque nous avons pu échanger, notamment avec la branche allemande, et c'était vraiment chouette. Alors, je vais vous poser la première question, et peut-être que vous pourriez d'abord vous présenter, puis ensuite vous pourriez répondre à la question. Caroline, que faut-il pour accomplir un vrai changement dans la société, dans un environnement complexe? Merci beaucoup, Max. Et effectivement, moi aussi, j'ai un très bon souvenir du temps que l'on a passé ensemble en Allemagne l'an dernier. Et merci à Carmen et au professeur Lensik pour vos présentations très instructives autour de la microfinance. Comme Max l'a dit, je suis directrice régionale pour Oikocrédit en Afrique depuis août de l'an dernier. Mais je fais partie d'Oikocrédit, je travaille au Kenya et en Afrique depuis 16 ans. L'Afrique est vraiment important pour Oikocrédit. 20% du portefeuille des prêts se base ici en Afrique. On est très actif pour tout ce qui est de l'inclusion financière, mais aussi de l'agriculture, ainsi que pour ce qui est de l'agriculture, des énergies renouvelables. Mais effectivement, c'est un environnement très complexe et Carmen a d'ailleurs mentionné certains des défis qui existent dans le sud global. L'expérience est aussi la même en Afrique, à savoir que les femmes n'ont pas l'opportunité de travailler. Les enfants ne peuvent pas forcément aller à l'école, le gouvernement ne fournit pas de services sociaux comme ça peut être fait dans le nord global. Donc voilà, des problèmes en termes sanitaires, en termes d'éducation, en termes d'infrastructures, en particulier quand on s'éloigne des grandes villes. Et on voit beaucoup d'inégalités, pas uniquement des inégalités hommes-femmes, mais aussi des inégalités sociales.
Voilà donc certains des défis auxquels on est confronté dans notre vie. Voilà donc pour expliquer un petit peu le contexte quand on parle de défis. Et en raison de tous ces défis, il est difficile qu'une institution ou qu'une solution soit appliquée à tout. Il nous faut plutôt un effort euh, à la fois du secteur privé et public, un effort concerté pour justement dépasser ces obstacles auxquels on est confronté au quotidien. Oui, vous avez mentionné le secteur privé. Il y a une question ici pour Robert. On, on demande un petit peu l'avis au niveau gouvernement. D'après vous, quels sont les facteurs externes qui influencent positivement la finance inclusive? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, il faut un environnement habilitant qui est créé à travers des politiques et des plaidoyers, mais aussi le secteur privé, et qui permettent à différentes institutions dans le marché de fournir les services nécessaires. Donc, on parle d'institutions telles que la Banque mondiale ou des ministères qui doivent vraiment créer l'environnement habilitant nécessaire. Et puis évidemment, on a aussi besoin du secteur privé et des organisations non gouvernementales qui, historiquement, sont ceux qui s'occupent du financement inclusif en créant des organisations qui peuvent atteindre les personnes qui n'ont pas accès à ces microfinances. Merci, Caroline. Euh, on peut maintenant donner la parole peut-être à Robert. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Eh bien, je suis assez d'accord. Je pense effectivement que le rôle du gouvernement ici est effectivement de créer un environnement habilitant, de créer les infrastructures nécessaires pour le financement inclusif. Euh, on a besoin d'infrastructures et je pense également qu'il faut que nous ayons une réglementation en place, suivant les institutions, bien sûr. Et parfois, c'est utile de pousser le financement inclusif si les gouvernements peuvent, par exemple, les mettre sur un compte disponible. Pour moi, je pense que le plus important, c'est de s'assurer que l'environnement permette l- l'exis- l'existence des institutions nécessaires. Donc voilà, ça plus la réglementation. Et bien sûr, il faut que les organisations fournissent des formations et s'assurent que le taux d'intérêt ne devienne pas trop élevé. Donc ça peut être fait par exemple en fournissant des subventions. Ah oui, effectivement, le taux d'intérêt, ça c'est un mot assez important. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées justement à ce sujet. Carmen, est-ce que vous pourriez nous parler du taux d'intérêt que Promujer demande? Eh bien, ils sont différents suivant les pays, parce qu'évidemment, les réalités sont différentes d'un pays à l'autre. Ce que je peux vous assurer, c'est que Promujer a toujours le taux d'intérêt le plus faible dans le secteur de la microfinance. Donc, si on se compare à d'autres institutions de microfinance, ces taux d'intérêt que nous proposons sont très concurrentiels et bien plus faibles. Mais comme vous le savez, euh, les pays sont différents les uns des autres. Donc, dans un pays, ça peut être 30%, dans d'autres, ça peut être 20%, ailleurs, ça peut être plus de 100 en Argentine, par exemple, car l'inflation est plus de 150. Donc, c'est vrai, c'est difficile, ce n'est pas très, très simple. Est-ce qu'il y a des différences entre les prêts individuels et les prêts de groupe? Ça aussi, c'est une question qui est posée. Oui, effectivement, il y a une différence en termes de taux d'intérêt pour ce qui est des prêts euh, individuels ou des prêts communautaires. En général, le prêt
individuels ont un taux d'intérêt plus faible. Parce que les prêts groupés sont onéreux. Quand il y a un prêt individuel, on a une garantie. Mais dans le cas des banques communautaires, c'est le groupe qui donne la garantie du paiement du prêt. Mais en vrai, il n'y a pas de garantie. Donc le risque est plus important. Et donc voilà, le taux d'intérêt peut être un peu plus élevé. Peut-être qu'on peut rajouter une autre question ici qui fonctionne très bien aussi. C'est est-ce que il y a des garanties qui sont faites ou pas? Alors, je pense que mes deux collègues sont peut-être bien placés pour répondre, mais je dirais qu'il y a une énorme différence. Donc, ça dépend un petit peu du type de client sur lequel vous vous concentrez. La raison pour laquelle on parle de... où il y a eu tout d'abord des prêts de groupe, c'est parce qu'il a été très difficile pour des personnes en termes individuels d'avoir des garanties. Mais il y a différentes façons d'obtenir une garantie. Donc, la garantie principale des banques d'investissement n'est pas toujours accessible aux personnes les plus défavorisées. Parfois, c'est possible. Donc, ça dépend vraiment. Mais de manière générale, les institutions de microfinance montrent bien que les personnes défavorisées prennent des décisions qui n'aient pas forcément trop de risques, notamment pour les institutions. Alors, vous l'avez dit, effectivement, différentes institutions financières existent. Alors, comment est-ce qu'on pourrait identifier les bonnes institutions financières et les différencier des mauvaises institutions financières? Alors, c'est une question ouverte, donc celui ou celle qui veut peut répondre en premier. Alors, si vous le permettez, je dirais que ce n'est pas une question simple. Je pense qu'il faut se concentrer sur les données. Et si on n'a pas de données, que l'on ne crée pas une reddition de compte, il est très difficile d'évaluer et de prouver si notre travail en tant qu'institution financière responsable, est-ce qu'on a un impact ou pas? Donc vraiment créer des mécanismes de mesure de l'impact social nous permettent de comprendre, par exemple, combien de femmes ont accès au crédit pour la première fois, ou on reconnaisse en tout cas l'importance de l'éducation financière ou l'impact des crédits sur l'augmentation des revenus des bénéficiaires. Donc, je pense qu'on doit vraiment se concentrer sur les données pour définir comment on peut différencier une bonne institution d'une mauvaise. Et Caroline, comment est-ce que EcoCrédit s'assure que nous entrons en contact avec les bonnes personnes? Alors, je dirais effectivement que les données sont essentielles et EcoCrédit travaille depuis très longtemps avec de nombreux partenaires pour justement mettre cela en place. Alors, l'une des choses sur lesquelles on se penche en l'absence de données, c'est tout d'abord la mission de l'organisation. Il doit y avoir une intention derrière la mission, derrière l'objectif de l'organisation qui nous prouve bien qu'il s'agit d'une organisation qui partage le même ADN qu'EcoCrédit. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui nous permet d'identifier que c'est une organisation avec laquelle on veut travailler. Mais outre ça, à mesure qu'on apprend à connaître nos partenaires et avant de leur octroyer des prêts, on échange avec eux aussi. On organise des échanges et Oiko Crédit était le premier instrument d'investissement en microfinance qui a créé ce qu'on appelle une
un tableau environnemental, social, entre autres. Et alors ça nous donne l'assurance que Et ça vous vous donne créez l'impression que un vous impact. pouvez créer un impact. Ça nous donne confiance. On a l'impression de travailler avec les bonnes institutions et dans notre travail, on a des interactions, on évalue nos partenaires régulièrement et on va voir les clients finaux sur le terrain et on observe comment les interventions financières sont faites et quel changement cela provoque dans leur vie. D'après moi, l'une des plus belles choses, c'est de voir les gens vivre dignement. Grâce à un prêt, vous pouvez, par exemple, faire des rénovations dans votre maison, vivre dans de meilleures conditions, ça améliore votre dignité. Et grâce à votre prêt, vous pouvez peut-être scolariser votre enfant. Et ensuite, votre enfant, cela lui donne de meilleures chances dans la vie, de mieux s'en sortir. Donc, il y a un grand nombre d'exemples qui montrent l'impact qu'on a sur le terrain. Merci beaucoup. J'ai vu, Carmen, que vous étiez en train de hocher de la tête. Je pense que vous êtes d'accord avec la plupart des choses que Caroline a pu dire. Peut-être qu'il serait intéressant maintenant d'entendre de la part de ProMujer comment le partenariat avec Oiko Credit a eu un impact sur votre institution, sur votre travail. Oui, en fait, je hochais de la tête parce que c'est ce qu'on fait. Oiko Credit a été un partenaire génial pour ProMujer. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et grâce à Oiko Credit, on a pu avoir un impact sur les femmes en Amérique latine via nos services financiers, notre modèle holistique. Donc, ce genre de partenariat plutôt sont essentiels et sans cela, on ne pourrait pas continuer à soutenir davantage de femmes et on ne pourrait pas développer de nouveaux produits, de nouveaux services et rendre à la société ce que nous, on obtient. Donc, nous, on souhaite continuer à travailler avec des partenaires si on souhaite développer davantage de choses, si on souhaite nous étendre et en soutenant financièrement ProMujer, Oiko Credit fait la promotion de l'égalité des genres et dans ce genre de situation-là, en faisant cela plutôt, eh bien, vous devenez un partenaire clé, un acteur clé du changement dans notre région. Donc, nous, on est vraiment très reconnaissants. L'un de nos participants ou l'une de nos participantes se demande qu'en est-il du nouveau gouvernement en Argentine? C'est un peu inquiétant comment le gouvernement de Monsieur Milei va agir face à ce que vous faites. Est-ce que vous allez recevoir un soutien de la part de son gouvernement? Eh bien, nous verrons. Ça fait plus de 30 ans qu'on est présent en Amérique latine, dans ces pays où les organisations ne souhaitent pas s'implanter. Au Nicaragua, ça a été la même chose. Il y a un gouvernement au Nicaragua que l'on peut qualifier de controversé. Donc nous verrons ce qui va se passer. Ça fait déjà un grand nombre d'années qu'on est présente là-bas, mais les gouvernements se sont succédés. Donc, on verra ce qui va se passer. On va voir comment on va pouvoir nous adapter pour continuer à aider les femmes d'Argentine. Alors, revenons maintenant sur le continent africain, car il y a une autre question pour Caroline. Alors, je vois que vous n'êtes pas très actif dans certaines régions ou communautés africaines. Est-ce que Oiko Credit souhaite s'implanter en Namibie ou en Angola? Et j'aimerais que vous nous expliquiez plus clairement le travail que fait Oiko Credit. Oui, peut-être donner un peu plus de détails. Merci beaucoup pour cette question. Oiko Credit est présent dans 13 pays en Afrique. On est actif
à l'est et dans le nord du sud. On est actif dans la partie ouest, mais francophone, mais également au Ghana et au Nigeria. Alors, comme vous l'avez dit, on n'est pas très actif dans le sud, donc en Namibie, en Angola, au Botswana, et c'est dû au fait qu'il y a quelques années, nous avons fait une série d'études pour essayer de voir où le EcoCredit pourra avoir un plus grand impact. Nous aimerions être présents dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, mais on reconnaît également que nos ressources sont limitées et on doit faire des choix et s'implanter dans des pays où on peut avoir le plus grand impact possible. Donc les 13 pays dont je vous parle sont ceux qu'on a sélectionnés. On s'intéresse également à de nouveaux marchés et on essaye de voir si on peut mener une étude de marché pour la Tanzanie et la RDC, donc ce sont des pays plus au sud, mais les résultats ne sont pas encore publiés. Et si les résultats sont positifs, on va voir comment est-ce qu'on peut s'implanter sur ces marchés. Mais on ne peut pas être de partout et il faut qu'on fasse des choix. Merci beaucoup. Et autre question qui ressort, nous vivons dans un monde de plus en plus numérisé et l'un des participants demande à Robert, comment pouvons-nous assurer que les clients du microfinancement sont protégés? Le micro de Robert est éteint. Sorry, we cannot hear you. Still muted. Alors, on ne vous entend pas, Robert, votre micro est éteint. Alors, comment nous assurer que les clients sont protégés, c'est ça? Oui. Comment les protéger dans ce monde numérisé? Mais protéger contre quoi? La fraude? Ah, malheureusement, cela n'a pas été spécifié dans la question. Je pense que le monde numérique et les applications mobiles bancaires ont permis de stimuler l'inclusion financière d'un côté. Bien évidemment, les régulations sont très importantes dans ce genre de situation, mais étant donné que dans la question, il n'a pas été spécifié de quel danger il s'agit, peut-être que ce serait bien que vous spécifiez. Bon, je peux essayer de deviner, mais peut-être Caroline. Alors, du point de vue du Kenya, vous nous avez beaucoup parlé d'innovation numérique. Voyez-vous des menaces qui se profilent si on utilise de plus en plus des programmes, des applications numériques? Oui. Oui, en fait, il faut faire très attention parce que la technologie va nous aider à apporter davantage d'inclusion financière. Donc, d'un côté, nous devons utiliser la technologie pour être plus efficace, pour pouvoir livrer des services qui ont une valeur ajoutée pour nos clients finaux, mais d'un autre côté, nous voyons également que l'accessibilité est assez élevée et comme le professeur Lensick le disait, il faut éduquer la population. Parfois, des gens reçoivent des messages qui leur disent bonjour, souhaitez-vous obtenir un prêt? Cliquez sur le lien et les gens ne savent pas que ça peut être une fraude. La Banque centrale au Kenya, depuis 1 an et demi, a créé un cadre régulatoire pour FinTechs et donc elle régule cela depuis un certain temps. On voit qu'il y a des progrès qui ont été faits et je pense que ça va permettre donc à ces entreprises d'être plus disciplinées, d'être mieux organisées et
Ça permettra d'éduquer davantage la population. Et récemment, au Kenya, un bureau de la protection des données a été créé et en ce qui concerne le RGPD, la protection des données, eh bien, on voit que ça commence à être pris au sérieux, en tout cas de plus en plus, et tout ce qui est mis en place vise à protéger les clients, nos clients. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de cette session de EcoCredit. Je souhaite simplement remercier les participants, les présentateurs. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. Merci pour vos présentations. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur l'inclusion financière aujourd'hui. Tout d'abord, d'un point de vue universitaire, grâce à vous, Robert Lensink. Vous nous avez également parlé des défis, des opportunités du microfinancement. Ensuite, on est passé à l'Amérique latine. Nous en avons appris davantage sur le travail que fait ProMujer pour essayer d'améliorer l'inclusion financière ainsi que de promouvoir l'égalité des genres. Et lors de cette discussion, on a voyagé sur le continent africain et grâce à vous, Caroline, on a pu en apprendre davantage sur votre expérience, sur ce que vous faites et sur ce que fait EcoCredit en Afrique et comment EcoCredit contribue à améliorer la situation de personnes sur le continent africain. Alors, voici la dernière diapositive. Donc, comme je vous l'ai dit, on arrive à la fin de cet événement et nous souhaitons avoir vos feedbacks. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à remplir notre formulaire d'évaluation. Vous pouvez soit scanner le QR code à l'écran ou cliquer sur le lien. Je pense que quelqu'un peut également copier-coller ce lien dans le chat. Ce genre de session et le fait de remplir plutôt ce formulaire nous permet d'améliorer les prochaines sessions parce qu'il y aura d'autres sessions au mois de mars l'année prochaine et j'espère vous revoir au mois de mars. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à envoyer un email à communication@oicocredit.org. Nous ferons en sorte de répondre à toutes vos questions et ce rapidement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci d'être venus et on se voit à la prochaine session. Au revoir. Thank you. Thank you.